2 tirs et une vérité que personne ne veut regarder. Vous pensez comprendre ce qui s'est passé, on vous montre une vidéo, on vous parle d'un drame, puis on passe à autre chose. Mais cette fois, quelque chose cloche. Donald Trump prend la parole sur les tirs impliquant René Good et Alex Pretty et au lieu d'un discours vague, il s'arrête sur un détail précis. Il portait une arme entièrement chargée avec 2 chargeurs. Puis il ajoute une phrase qui brouille immédiatement les lignes. « Je sais que ses parents à elle étaient de grands fans de Trump. » À cet instant, le récit bascule. Parce que si cette histoire était censée confirmer ce que vous croyez déjà, pourquoi introduire ce détail? Pourquoi l'exposer ainsi devant les caméras? Ce n'est plus seulement une affaire de violence, c'est une bataille de narration et vous êtes au milieu. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Ce qui n'a pas été nié ici compte plus que ce qui a été déclaré. Et dans quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi cette omission change tout. Ce qui s'est passé ensuite est présenté comme un simple enchaînement logique. Une interview, un plateau radio, un président en campagne dans l'Iowa. Trump parle d'économie, de frontières, de criminalité. Puis, presque sans transition, Minnesota entre dans la conversation. Pas comme un cas isolé, mais comme le seul endroit où ça pose problème. C'est son mot, le seul. Il affirme que partout ailleurs, à Washington, D.C., à Memphis, à la Nouvelle-Orléans, le crime aurait chuté après le retrait de milliers de criminels endurcis. Et il martèle un chiffre, plus de 2000 criminels retirés, des milliers sortis du Minnesota. Mais la clé n'est pas ce qu'il dit fonctionner. La clé, c'est ce qu'il désigne comme anomalie. Pourquoi Minnesota? Pourquoi maintenant? Pourquoi relier des tirs, une intervention des forces fédérales et une narration sur des agitateurs payés dans le même souffle? Posez-vous la vraie question. Est-ce qu'on vous raconte un événement ou est-ce qu'on vous prépare à accepter un changement beaucoup plus large? Parce que c'est ici que le schéma commence à apparaître et il va s'accélérer très vite. Nétanyahu, il y a une affirmation centrale qui traverse tout son discours et elle est lourde de conséquences. Trump soutient que la baisse du crime n'est pas accidentelle ni progressive, mais mécanique. Selon ses mots, on a retiré des milliers de criminels endurcis. Et c'est pour ça que Washington, D.C. est maintenant aussi sûr que possible. Il va plus loin, presque provocateur. Vous pouvez marcher avec votre famille au milieu de la rue, rien n'arrivera. Ce n'est pas une métaphore. C'est une image volontairement simple, presque trop. Le fait vérifiable, c'est qu'il associe systématiquement la sécurité à une action précise. L'extraction rapide de personnes qu'il décrit comme « murderers, monsters, drug dealers ». Il cite un autre chiffre glaçant. 11 188 meurtriers auraient été laissés entrer aux États-Unis sous l'administration précédente. Ce nombre, répété sans hésitation, sert de pilier à tout le raisonnement. Mais maintenant, observez ce qui manque. À aucun moment, il ne détaille comment ces chiffres sont vérifiés, ni comment les cas individuels sont distingués. Et c'est là que l'histoire se tend, parce que cette absence ouvre la porte à quelque chose de bien plus large que la simple question du crime. C'est ici que le récit commence à changer de forme. À ce stade, le discours ne se contente plus de défendre une politique. Il normalise une situation qui, il y a peu, aurait semblé exceptionnelle. Trump parle d'agents fédéraux déployés dans des villes américaines comme d'un ajustement de routine. À Minneapolis, il reconnaît que ça s'est passé différemment. Puis, il annonce un changement de commandement, presque comme on parlerait d'un remplacement de manager. « Vous faites de petits ajustements, dit-il, comme dans une entreprise. » Mais regardez la trajectoire. Il compare implicitement Minneapolis à Washington, D.C. d'il y a 1 an et demi, décrite comme très dangereuse, aujourd'hui présentée comme belle et sûre. Le message est clair, ce qui choque aujourd'hui deviendra banal demain. Ce n'est pas dit frontalement, mais c'est répété par l'exemple. Ville après ville. Même logique, même résultat annoncé. Et voici le basculement. Il introduit une nouvelle catégorie d'acteurs, des insurrectionnistes payés, des agitateurs. Pas des citoyens en colère, pas des protestataires, des professionnels du chaos, selon lui. Cette simple requalification change tout, parce qu'elle transforme une tension civile en menace organisée. C'est là que l'histoire s'accélère. Et ce qui arrive ensuite va rendre ce cadre presque impossible à contester.
C'est ici que les preuves deviennent plus lourdes et plus dérangeantes. Trump affirme que toute cette agitation autour de Minneapolis n'est pas spontanée. C'est une distraction, dit-il clairement. Une distraction pendant que, selon lui, des centaines de comptables passent les comptes au peigne fin. Il avance un chiffre précis, 19 milliards de dollars de fraude présumée dans un seul État. Puis il ajoute aussitôt, si c'est 19 milliards, triplez-le ou quadruplez-le. Ce n'est plus une accusation vague, c'est un soupçon chiffré, répété, amplifié. Et c'est là que la contradiction saute aux yeux. D'un côté, il décrit un retrait partiel des forces à Minneapolis comme un simple ajustement. De l'autre, il affirme que l'enjeu réel est tellement énorme qu'il menacerait tout un système. Pourquoi réduire la visibilité sur le terrain si la fraude est, selon lui, massive et en cours de révélation? Puis, il lâche une phrase qui change la perspective. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. À partir de là, les tirs, les manifestations, la tension avec les autorités locales prennent une autre couleur. Ce ne sont plus des causes, mais des écrans de fumée possibles. Et si cette fois, le conflit visible servait à masquer quelque chose de bien plus explosif déjà en train de se jouer en coulisses? À partir de ce moment, tout s'empile très vite. Trump ne parle plus d'un seul État ni d'un seul problème. Il élargit brutalement le cadre. Minnesota devient un prototype. Il enchaîne aussitôt avec la Californie, sans pause, sans transition douce. Vous pensez que la Californie est mieux? Je dirais qu'elle est pire. Il évoque un État hors de contrôle, des projets publics qui explosent les coûts, un système qui, selon lui, ne sait même plus où va l'argent. Puis il revient à Minneapolis et lâche presque en passant « Le gouverneur m'a appelé hier, le maire m'a appelé hier ». Ce détail est crucial parce qu'en public, certains parlent de retraite fédérale. Sur les réseaux, on parle de victoire contre Trump. Mais selon sa version, en privé, les appels se multiplient pour faire quelque chose et clarifier la situation. Deux récits parallèles avancent en même temps, à toute vitesse, sans jamais se rencontrer. Ajoutez à cela un autre front, la Cour suprême, les tarifs, l'idée même que certaines politiques pourraient être bloquées légalement. Il reconnaît le risque, mais affirme déjà un plan B. Pas expliqué, juste annoncé. Comme si le mouvement devait continuer quoi qu'il arrive. La pression monte de partout. Et la seule question qui reste suspendue est simple. Que se passe-t-il si rien de tout cela ne ralentit? À ce stade, la politique cesse d'être abstraite parce que tout ce qui est décrit finit par vous toucher directement, pas à Washington, pas à Minneapolis, chez vous. Quand un président dit que si on se trompe d'une personne, ça fait les gros titres, il parle aussi de ce que vous voyez sur votre écran. Une image, un visage, un extrait isolé. Et pendant que l'attention se fige là-dessus, le reste disparaît du champ. Des milliers d'arrestations résumées à une seule scène. Une politique entière jugée sur quelques secondes de vidéo. Imaginez ce que ça change pour des familles ordinaires, pour des commerçants qui veulent juste ouvrir leur boutique sans peur, pour des parents qui entendent qu'une ville est la plus sûre jamais enregistrée pendant qu'une autre devient le symbole du chaos. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Trump, le mécanisme décrit vous concerne. Qui décide quelle histoire mérite votre indignation et laquelle est effacée? Ce n'est plus une question de camp, c'est une question de perception contrôlée. Et si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires parce que ce que cela révèle dépasse largement cette interview. C'est ici que le regard doit se déplacer, loin de l'émotion immédiate. Ce que Trump décrit, volontairement ou non, c'est un système qui fonctionne à travers des incitations très simples. La peur attire l'attention. Les images choquantes dominent le cycle médiatique. Et pendant que tout le monde regarde la scène la plus visible, le pouvoir réel se déplace ailleurs, dans les tribunaux, dans les budgets, dans des décisions techniques que personne ne regarde en direct. Quand il parle de propagande autour d'un enfant de 5 ans ou d'une histoire qu'il qualifie de totalement fausse, il ne parle pas seulement d'un mensonge précis. Il parle d'un modèle. Une seule image émotionnelle peut neutraliser des milliers de chiffres, des pages d'audit, des mois de travail administratif. Ce n'est pas un complot, c'est un mécanisme. Et il fonctionne parce qu'il est efficace. Mais voici ce qui dérange vraiment.
Plus ce système devient visible, plus il s'auto-entretient. Les responsables politiques réagissent à l'émotion. Les médias suivent la réaction. Le public réagit à la réaction. Et au centre, les décisions les plus lourdes continuent, presque invisibles. C'est plus calme que le scandale et infiniment plus puissant. Et maintenant que vous voyez ce mécanisme, la question n'est plus ce qui s'est passé, mais ce qui est déjà en train de se préparer. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Dans la première, le récit public continue de dominer. Les images de tension, les accusations de retrait, les déclarations explosives prennent toute la place. Chaque nouvel incident alimente le précédent. Dans ce scénario, l'élan ne s'arrête pas, il se fragmente. Les institutions réagissent sous pression, les décisions deviennent défensives et la confusion devient la norme. Tout avance, mais sans direction claire. Dans l'autre trajectoire, plus silencieuse, le mouvement se fait hors caméra. Les audits avancent, les dossiers s'empilent, les appels privés entre gouverneurs, maires et responsables fédéraux se multiplient. Officiellement, le ton reste conflictuel. Officieusement, des compromis se cherchent, des lignes se redessinent. Trump lui-même laisse entendre que ça peut être facilement résolu. Pas par un discours, par un réalignement. Mais voici le point clé, ces deux trajectoires peuvent exister en même temps. Le chaos visible pour l'opinion, la stabilisation progressive en coulisses. Et plus l'écart entre les deux grandit, plus le prochain événement aura d'impact. Parce que le système ne peut pas tenir indéfiniment avec deux réalités parallèles. La question n'est donc plus laquelle va l'emporter, mais laquelle va bouger en premier. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement de tir, ni même de Trump. Elle parle de la façon dont une réalité entière peut être remodelée par ce qui capte votre attention et par ce qui lui échappe. Un même événement peut être présenté comme un recul, une victoire, une distraction ou un signal d'alarme selon l'angle choisi. Et pendant que les récits s'affrontent, le mouvement réel continue lentement, sans slogan. Voici l'insight clé à retenir. Ce n'est pas l'événement le plus bruyant qui change le cours des choses, mais celui qui redéfinit silencieusement ce qui devient acceptable. Quand une présence fédérale, des chiffres massifs de fraude ou des opérations d'envergure deviennent des ajustements, le cadre a déjà changé. Et ce cadre, une fois déplacé, ne revient presque jamais en arrière. Si vous deviez résumer tout cela en une phrase, ce serait celle-ci. Ce que vous voyez n'est qu'une couche, et la couche décisive se joue ailleurs. Et c'est exactement là que la prochaine histoire commence, parce que ce qui est en train de se mettre en place maintenant déterminera la suivante. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe sous la surface, restez ici, abonnez-vous et on décortique la suite ensemble.